Bonjour à tous, je suis vraiment honoré d'avoir été invité, d'avoir été présélectionné pour votre prix et je suis ravi de pouvoir parler avec vous et en particulier avec les étudiants aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, j'ai enseigné aussi ce semestre aux États-Unis et je sais à quel point ça a été un semestre difficile pour beaucoup d'étudiants. Et donc voilà, je suis très content de pouvoir participer à cette conversation aujourd'hui avec vous depuis Washington où, contrairement à la France, nous sommes toujours confinés, sans vraiment d'ailleurs de visibilité sur la fin. On pourra en parler si ça vous intéresse, mais ce qui se passe en ce moment aux États-Unis est un très bon exemple de la différence des systèmes français et américains, puisqu'ici on est dans un système décentralisé, fédéral, où chaque État, même parfois chaque comté, a des politiques de déconfinement différentes. On voit certains États comme la Floride ou la Géorgie dans le sud qui sont déjà complètement réouverts, où on a même les commerces, les restaurants pour certains qui sont réouverts, alors que ici à Washington, nous sommes confinés encore jusqu'à au moins la mi-juin et peut-être en télétravail jusqu'au mois de septembre. Donc c'est un exemple assez intéressant de la façon dont fonctionne ce pays. Je voudrais juste parler un peu brièvement à la fois de mon expérience dans les think tanks américains, de ce qui m'a amené à écrire ce livre, de quelques-unes des pistes principales que j'explore dans le livre, et puis après de voir comment ça a été confirmé ou infirmé par la situation actuelle, et dans quelle mesure la crise du coronavirus sur le plan géopolitique est un tournant ou un accélérateur de force qu'on voyait déjà auparavant. Et puis surtout, je pense qu'on a déjà parlé clair. Le plus intéressant, ce serait vraiment d'avoir un échange et d'entendre vos questions, vos remarques, vos commentaires et de pouvoir discuter pendant l'heure ou l'heure et demie que nous avons devant nous. Donc, vous l'avez dit, moi, ça fait 5 ans que je vis aux États-Unis. J'ai été pendant 4 ans dans un think tank plutôt spécialisé sur les questions de recherche, dans les questions internationales et géopolitiques, qui s'appelle le Hudson Institute. Aujourd'hui, je suis dans un autre centre qui s'appelle l'Atlantic Council, où je dirige le programme sur l'Europe et plus spécifiquement sur l'Union européenne, où l'objectif c'est d'expliquer l'importance de l'Union européenne à des acteurs politiques américains et aider les dirigeants européens aussi à naviguer Washington. Et ce qui m'a le plus frappé en fait, et qui a vraiment été une expérience politique absolument passionnante pour moi aux États-Unis, je suis arrivé aux États-Unis fin 2014. Trump a déclaré sa candidature en mai-juin 2015, et pendant 1 an et demi, tous mes amis américains, républicains comme démocrates, alors surtout démocrates, parce que Washington, c'est une ville qui a voté pour Hillary Clinton à 94%, mais même les quelques républicains m'expliquaient, t'inquiète pas, c'est fini la semaine prochaine, il va imploser, c'est impossible, il a dit du mal de John McCain, il est vulgaire, il est agressif, il est sexiste, il dit du bien de Vladimir Poutine, aux États-Unis, c'est impossible. Il est contre le libre-échange. Et je crois que certains d'entre nous, les Européens, et je sais que vous avez parlé avec Gérard Haro, qui a des analyses à mon avis assez similaires là-dessus, les Européens parmi nous qui étions à Washington et qui avons déjà l'habitude des phénomènes populistes, qui avons observé ces tendances en Europe et qui avions vu le Brexit aussi, juste en 2016, quelques mois auparavant, étions souvent un peu plus prudents, avions un peu plus de recul. On voit aussi d'ailleurs les inégalités dans le système américain, on voit aussi les causes de la colère d'une partie de l'électorat américain, mais on voit aussi les formes de continuité, malgré des styles très différents, des personnalités très différentes, qu'il pouvait y avoir avec des administrations précédentes, et notamment avec l'administration de Barack Obama. Donc en fait, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre. C'est notre rôle en tant qu'analyste dans les think tanks, dans les universités, d'essayer d'être le plus froid, le plus distant possible dans notre analyse de ces sujets politiques et géopolitiques. Souvent, vous le verrez, quand on analyse, on peut avoir une tendance à confondre, c'est ce que les Américains appellent faire du wishful thinking, une tendance à confondre nos préférences personnelles avec la réalité. Et je crois que le plus important, c'est d'essayer de séparer les deux, d'avoir l'analyse la plus objective possible de la situation, et après, éventuellement, faire, comme je le fais dans mon livre, des recommandations qui peuvent être aussi basées sur une certaine vision du monde, des valeurs. Et c'est comme ça que j'ai essayé de construire ce livre. La première moitié sur les États-Unis, pour essayer de contextualiser Trump, de rationaliser Trump, de dire, voilà, au-delà de la personnalité, au-delà des tweets, au-delà des foucades, qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi est-ce qu'il a réussi à parler à un électorat considérable aux États-Unis? Quelle est sa vision du monde, s'il en a une? Est-ce qu'elle est vraiment en rupture avec son prédécesseur? Est-ce qu'elle est vraiment en rupture avec des traditions politiques américaines qui peuvent remonter au 19e siècle?
ou est-ce qu'elles sont vraiment spécifiques à la personne de Donald Trump? Et la deuxième partie du livre, c'est une partie sur l'Europe. Et là, je l'assume, c'est une partie plus engagée, voire plus militante. Je suis pro-européen et je dis aux Européens, il est temps de se prendre en charge, il est temps d'assumer nos responsabilités. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus marqué par le retour de rapports de force, de rapports de violence, et l'Europe doit opérer un tournant réaliste, c'est-à-dire assumer d'exercer sa puissance, à la fois sur le plan économique et commercial, mais aussi sur le plan militaire, sur la scène internationale, notamment dans un monde qui est de plus en plus déterminé par la relation entre les États-Unis et la Chine. Alors, je vais en dire un petit mot d'abord de la partie sur les États-Unis. Évidemment, quand on vit ici avec Donald Trump, je crois que c'est difficile d'imaginer ce que ça représente de vivre à Washington sous la présidence de Donald Trump. Je pense que jamais dans l'histoire de l'humanité, une personne a occupé autant d'espace médiatique en permanence, 24 heures sur 24. Les premiers mois, c'était complètement surréaliste. On était dans des bars à Washington quand vous savez, dans tous les bars et les restaurants aux États-Unis, vous avez souvent une télé. Le plus souvent, on montre du sport, mais parfois, on va montrer les infos et le son est éteint. Et là, quand on voyait Donald Trump dans les débats, les gens allumaient le son. Et les gens étaient comme presque hypnotisés par cette personnalité politique totalement sans précédent qui parlait de façon si brutale, si directe, si vulgaire, qui insultait ses opposants politiques. Et personne ne pouvait y croire, mais en même temps, ça battait des records d'audience, on n'avait jamais vu. En fait, fondamentalement, c'est un entertainer, c'est quelqu'un qui fait de la télé-réalité, qui était, même en tant que businessman, c'était quelqu'un qui avant tout vendait une marque. La marque, c'est le nom Donald Trump. Vous savez, quand vous avez des immeubles qui s'appellent Trump Tower, la plupart du temps, ils ne possèdent pas l'immobilier, ils possèdent juste le nom, ils vendent le nom et la marque Donald Trump. Donc en réalité, il y avait une part de communication qui effectivement est totalement sans précédent. Et une brutalité évidemment dans le langage, dans la xénophobie, des propositions extrêmement choquantes pendant la campagne comme l'interdiction par exemple des musulmans sur les territoires américains. Mais derrière ça, si on prend un petit peu de recul sur la personnalité, les tweets et quelques-unes des personnalités les plus provocatrices, de quoi Trump est le nom? Qu'est-ce qu'il représente? Et je crois qu'il est un révélateur. Moi, la thèse principale de mon livre, c'est de dire que Trump n'est pas un accident de l'histoire, mais qu'il est plutôt le révélateur et l'accélérateur de tendances déjà en jeu à la fois dans les relations internationales, mais aux États-Unis. Déjà, il est le révélateur d'un questionnement aux États-Unis sur le rôle des États-Unis sur la scène internationale, sur le leadership que les Américains doivent jouer. Vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont décidé d'assumer le leadership sur la scène internationale, de construire des institutions, les institutions de Bretton Woods, l'OTAN, le plan Marshall pour les Européens, l'ONU, toutes ces institutions qui visaient à corriger les erreurs des années 20, des années 30, où les États-Unis s'étaient retirés après la Première Guerre mondiale, provoquant la montée des nationalismes et l'irruption de la Seconde Guerre mondiale. Donc les décideurs américains, il y a des années passionnantes, 45, 46, 47, 48, il y a un foisonnement intellectuel de la part des dirigeants américains pour bâtir cet ordre international, et notamment à cause de la menace de l'Union soviétique. L'Union soviétique est peu ou prou, malgré les changements politiques, républicains comme démocrates, on voit en fait une grande continuité dans la politique étrangère américaine pendant un demi-siècle, avec notamment en ligne de mire le théâtre européen et l'idée que le sort du monde se joue sur ce théâtre européen dans la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique. Au sortir de la guerre froide, les États-Unis sortent vainqueurs, mais aussi dans une période de doute et de questionnement sur ce que doit être leur rôle. Et je crois que le forme de retrait, ou ce que j'appelle plutôt de normalisation de la puissance américaine, c'est-à-dire les États-Unis qui se comportent comme une puissance normale, qui va défendre avant tout ses propres intérêts, plutôt que de confondre ses intérêts avec les intérêts du monde, ou d'avoir une sorte de mission exceptionnelle ou universelle. C'est une conséquence à la fois de la fin de la guerre froide, mais qui a été accélérée, brutalisée par la crise économique de 2007-2008, qui a eu un impact très profond aux États-Unis, avec des inégalités, avec aussi un taux de chômage réel qui est en fait plus important que celui qu'on croit. On peut en parler plus en détail. Une crise des opioïdes, de 70 000 personnes par an qui meurent d'addiction aux drogues aux États-Unis, mais aussi la guerre en Irak. Et le désastre de la guerre en Irak qui a vraiment profondément
questionner le leadership américain, l'importance du Moyen-Orient aussi, mais plus fondamentalement, le rôle que les États-Unis peuvent jouer pour promouvoir la démocratie, la liberté, par le biais d'interventions militaires. Donc on voyait déjà cette position sous Obama, avec un peu plus de prudence, mais on le voit dans la non-intervention en Syrie, avec les conséquences directes qu'elle a eues sur le Moyen-Orient, mais aussi sur l'Europe, hein, avec l'émergence de Daesh, la crise migratoire. On le voit dans une forme de retrait du continent européen, et le discours très dur vis-à-vis des Européens, sur le fait que les Européens sont des passagers clandestins, qui doivent investir plus dans leur propre outil de défense, prendre plus d'autonomie et de responsabilité, on l'avait déjà sous Obama. C'est fait de façon, évidemment, beaucoup plus directe, beaucoup plus brutale, plus hostile de la part de l'administration Trump, mais là aussi une forme de continuité. Et évidemment, la priorité aussi sur la Chine. Et ça, on va en parler, parce que tout ça est fortement renforcé par le coronavirus. Donc, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de montrer ces formes de continuité entre l'administration Obama et l'administration Trump. Alors attention, moi je le dis dès l'introduction, je ne parle pas de déclin. Les États-Unis ne sont pas en déclin quand on regarde les chiffres absolus, quand on regarde la dynamique économique de ce pays, la dynamique démographique aussi. Je pense que c'est plutôt une redéfinition du rôle que les États-Unis jouent, et notamment avec des conséquences directes sur l'Europe, hein, et donc en fait une forme de retrait d'une Europe qui va devenir de plus en plus seule sur la scène internationale, qui va pouvoir de moins en moins compter sur son allié principal. Et je ne parle pas non plus d'isolationnisme. Attention, j'aime pas beaucoup ce terme, c'est un terme du 19e siècle, au moment où les États-Unis étaient une puissance émergente qui cherchait avant tout à protéger leur expérience politique intérieure. Je parle plutôt de normalisation de la puissance américaine. On voit une puissance qui est plus nationaliste, qui est plus unilatérale, qui est beaucoup plus méfiante effectivement vis-à-vis de la coopération internationale, et ça a des conséquences malheureuses et directes sur des sujets comme la lutte contre le changement climatique. Mais les États-Unis ont une politique étrangère, Donald Trump a une politique étrangère, c'est une politique unilatérale, c'est une politique qui est faite de rapports de force, c'est une politique qui utilise l'armée économique aussi, et le dollar, la suprématie du dollar sur la scène internationale pour imposer les intérêts américains, mais ce n'est pas ce que j'appellerais une politique isolationniste. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce terme qu'on entend souvent dans les médias. Alors quelles conséquences pour l'Europe? Eh bien, pour moi, les conséquences, elles sont directes. On voit l'Europe qui est confrontée depuis quelques années à un arc de crise dans sa périphérie, la crise ukrainienne avec une forme de revanchisme russe ces dernières années, la crise évidemment au Sahel et au Moyen-Orient avec l'émergence de mouvements islamistes radicaux, avec les conséquences que ça peut avoir sur la stabilité de cette région pour l'Union européenne, beaucoup de divisions sur le plan intérieur qu'on a malheureusement vu encore en exergue pendant la crise du coronavirus, et on peut en parler un petit peu plus en détail. Et donc je pense que c'est le moment pour les États-Unis, pour les Européens, pardon, d'assumer beaucoup plus la réelle politique. C'est ce que j'appelle, c'est le titre de mon livre, le paradis perdu. Je crois que pendant longtemps, l'Union européenne, qui est un projet politique inouï et sans précédent, mais aussi qui fait face aujourd'hui à des limites, l'Union européenne a été fondée sur une forme de dépassement des rapports de force. L'idée qu'on allait remplacer la politique étrangère et les rapports de force géopolitiques par de la coopération économique, par le droit et par le multilatéralisme. Dans une large mesure, ça a marché en Europe, hein. On est souvent critique du modèle européen chez nous, mais il faut comparer à ce qu'on avait avant. Mais en revanche, on est confronté à un monde qui ne fonctionne pas comme l'Union européenne. Un monde qui fonctionne beaucoup plus en jeu à somme nulle, qui fonctionne beaucoup plus avec la chose militaire, qui met aussi l'arme économique au service de rapports de force et non pas des solutions gagnant-gagnant comme l'Union européenne aime les imaginer par le biais d'accords de libre-échange. Et donc, les Européens doivent réussir à exercer ce déclic mental et intellectuel et intégrer un monde de rapports de force tout en préservant leur propre modèle, mais être capable d'investir dans leur outil de défense, être capable de protéger leur industrie, être capable aussi de faire émerger justement une industrie qui est compétitive à l'échelle internationale. Et donc j'essaie dans mon livre de proposer quelques pistes de réflexion qui vont dans ce sens, assumer des frontières, assumer aussi de mettre une pause, voire une fin à la politique d'élargissement, et faire aussi en sorte d'avoir des institutions qui sont plus réactives et capables de prendre des décisions. Alors on me dirait c'est
un agenda assez large, difficile, et on l'a vu encore une fois, les limites ces dernières semaines, mais je pense qu'on n'a plus le choix, sinon on risque d'être non plus un acteur des relations internationales, mais plutôt un théâtre d'affrontement entre les grandes puissances, et notamment les États-Unis et la Chine. Un dernier point pour parler de ce qui vient après mon livre et de la crise du coronavirus. Malheureusement, déjà, je crois que cette crise a conforté l'administration Trump dans certains de ses instincts, hein, le nationalisme, une forme de repli sur soi, l'unilatéralisme dans la réponse à cette crise. Je pense qu'il n'y a pas de réponse nationale à une crise globale, mais on l'a vu vraiment de la part de l'administration Trump. On a vu aussi des divisions en exergue au niveau européen. Mais je vous parlais de l'accélérateur de tendance. Et ce qui est vraiment frappant aujourd'hui quand on voit la campagne de Joe Biden, quand on voit les discours des démocrates en ce moment aux États-Unis, c'est le consensus bipartisan qui existe aujourd'hui sur la question de la Chine. La rivalité stratégique avec la Chine est devenue la priorité numéro 1 des stratèges américains. Alors on verra des méthodes différentes entre républicains et démocrates. L'administration Trump a essayé de tout gérer dans un rapport de force bilatéral avec la Chine. Et vous le savez, Donald Trump est essentiellement obsédé par les chiffres du commerce international. Et donc, il voit les exportations comme des victoires et les importations comme des défaites. Donc, dans sa négociation avec la Chine, il a essayé de rééquilibrer ces chiffres. Je pense qu'on aura une approche, à mon avis, un peu plus globale et qui inclura un peu plus les alliés dans le cadre d'une administration Biden. Et je pense que une administration Biden verra aussi la valeur ajoutée que représente le fait d'avoir l'Union européenne à ses côtés, et notamment puisqu'il s'agit avant tout d'une rivalité qui n'est pas une rivalité militaire, mais qui vise avant tout à écrire les règles de la mondialisation. Quel type de mondialisation et de règles on veut sur le commerce international, sur la propriété intellectuelle, sur l'environnement, sur la surveillance et la vie privée, sur les droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Sur tous ces aspects-là, les États-Unis ont intérêt à avoir l'Union européenne qui est cette puissance normative dont on parle souvent, cette puissance qui a une capacité à imposer des règles, qui est un nain militaire, mais qui est une vraie puissance quand il s'agit de promouvoir des normes. On le voit avec les normes de protection de la vie privée sur les questions numériques. Les États-Unis ont intérêt à avoir une Union européenne qui est forte, qui est autonome, qui est responsable à ses côtés. Je pense qu'on verra, on verra ça du côté d'une administration Biden. Mais ça ne mettra pas fin au désaccord transatlantique. Ça ne mettra pas fin au désaccord transatlantique déjà parce que une administration Biden qui veut travailler avec des Européens, ça voudra dire aussi une administration qui mettra de la pression sur les Européens, justement pour qu'ils prennent des mesures sur la Chine, sur des sujets comme la 5G par exemple. J'étais il y a quelques mois à la conférence, c'est la dernière conférence internationale que j'ai faite avant d'être confiné, j'étais à la conférence de sécurité de Munich en février. C'est une conférence où on a un certain nombre de dirigeants et de stratèges qui se réunissent. Il y avait Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, était là. C'est une démocrate, c'est une opposante farouche à Donald Trump. Elle a mené la procédure d'impeachment contre Donald Trump, mais elle a fait un discours sur la 5G en disant aux Européens « N'adoptez pas la technologie de Huawei, ce sera dangereux pour votre sécurité ». C'est exactement la même ligne que l'administration Trump. Donc, c'est l'un des rares sujets aujourd'hui sur lesquels l'administration Trump arrive à se mettre d'accord avec les démocrates. Et donc, je pense qu'en fait, il y aura beaucoup de pression de la part des démocrates là-dessus si Joe Biden vient à l'emporter. D'ailleurs, on peut parler de la question de savoir quelles sont ses chances, si ça vous intéresse. C'est un sujet compliqué. Un autre sujet, à mon avis, sur lequel on continuera à avoir différents transatlantiques, c'est cette question du partage de fardeau. Une administration démocrate demandera aux Européens d'investir dans leur propre défense. Une administration démocrate ne voudra pas intervenir au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Libye, dans les zones qui sont primordiales pour la sécurité des Européens. Et ça, c'est renforcé totalement par le coronavirus, évidemment, parce qu'il y aura des priorités complètement différentes. Et donc, une administration Biden, là aussi, poussera les Européens, peut-être avec un langage moins hostile, évidemment. Il n'y aura plus de tarifs douaniers imposés, comme on a pu le voir sous l'administration Trump, mais clairement imposera aux Européens de prendre plus de responsabilités. Sur d'autres sujets, je pense qu'on verra plus de convergence, et notamment un sujet qui est cher aux Européens, la question de la lutte contre le changement climatique. Là, je pense qu'on verra une attitude radicalement différente de la part d'une administration démocrate. Mais tout mon livre, l'objectif, c'est vraiment de mettre en garde les Européens en disant attention, n'attendez pas juste que ça passe.
n'attendez, ne vous bouchez pas le nez en disant c'est bon, 4 ans, Trump, c'était une aberration, il a été élu à cause de l'ingérence russe, il a eu moins de voix qu'Hillary Clinton, donc en fait il n'est pas complètement légitime. Ne tombons pas dans ce piège. C'est d'ailleurs un piège dans lequel tombent, je pense, beaucoup de membres de l'élite américaine qui sont un peu dans le déni sur ce qui est en train de se passer dans leur pays. Je suis sûr que Gérard Haro, qui tweet souvent sur le sujet, a pu vous en parler aussi la semaine dernière. C'est quelque chose qui a été complètement frappant à observer et qui était vraiment, moi je pense, je le disais tout à l'heure, l'une des expériences politiques les plus intéressantes de ma vie, c'est de voir à la fois le déni pendant l'élection, mais le déni qui a suivi après. Je pense qu'on a été nombreux à se dire qu'une fois Trump élu, on allait s'interroger, se dire, bon, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a compris que nous n'avons pas compris? Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a vu, sur quoi il a mis le doigt? Et au lieu de ça, je crois que beaucoup à Washington ont préféré plutôt dire que c'était un accident, qu'il a été élu par des facteurs exogènes et que donc il ne faut pas se remettre en question. Moi, je crois que c'est important, au contraire, d'avoir cette conversation. Je trouve que c'est intéressant. Je ferai d'ailleurs un petit dernier point là-dessus, une digression. Là où il y a eu une vraie réflexion intéressante, en revanche, aux États-Unis, c'était à la gauche du Parti démocrate. C'est plutôt autour de gens comme Bernie Sanders, comme Elizabeth Warren, qui, plutôt que de se focaliser sur la personne de Trump, se sont plutôt focalisés sur ses électeurs, en disant, pour gagner cette élection, il faudra vraiment, il faut faire un aggiornamento intellectuel, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles Hillary Clinton n'a pas su parler à cet électorat, et notamment à la classe ouvrière blanche qui a souffert de la mondialisation, des délocalisations, qui a souffert de l'émergence de la Chine dans le commerce international, et être capable de comprendre aussi les conséquences de la crise financière. Je pense que si Joe Biden veut l'emporter, il sera obligé d'écouter cette aile progressiste de son électorat, être obligé de proposer plus qu'un retour à la normale, de proposer plus que on revient aux années Obama et on fait comme si tout ça s'était pas passé, mais plutôt vraiment d'avoir une vision plus ambitieuse sur l'avenir qui inclut aussi les questions économiques. Et évidemment, la crise du coronavirus ne fait que renforcer l'urgence de ce débat. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a 15% de chômage, ça va continuer à augmenter. Je pense qu'à l'été, on sera probablement autour de 20%. C'est des chiffres qui n'avaient jamais été vus depuis la Grande Dépression dans les années 30. Je vous rappelle le chiffre du chômage. Alors, on peut débattre de la réalité de ces chiffres, hein, mais en tout cas, les chiffres du chômage officiel étaient de 3,5% avant la crise, au début de l'année. Donc, on est très loin aussi de chiffres européens. Donc, c'est une crise économique totalement sans précédent. Il n'y a pas aux États-Unis de chômage technique, de chômage partiel. Donc en fait, les entreprises ont effectué des licenciements. Beaucoup de gens ont déjà perdu leur emploi. Mais à l'inverse, ce qu'on voit aussi, c'est des institutions économiques, la Fed, mais aussi le Congrès, qui ont mis en place des plans de relance très ambitieux, même très ambitieux comparés à ceux des pays européens. Donc je pense qu'on risque de voir un rebond aux États-Unis, mais aussi des conséquences sociales durables, avec potentiellement des conséquences politiques sur nous en tant qu'Européens. Voilà, je voulais juste quelques mots, et évidemment on peut approfondir tous les sujets qui vous intéressent dans la conversation. Merci beaucoup pour cette première introduction. Je crois que ça va donner beaucoup de questions. Alors, on a d'abord les questions de nos étudiants de troisième année qui ont travaillé sur votre ouvrage. Et puis ensuite, on aura les questions du public. Et je vois qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont apparues. Donc, Marie Sinet qui est avec nous. Est-ce que, Marie, je vous laisse donner votre question? Oui, merci beaucoup. Bonjour Monsieur Edan. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Je fais partie d'une des étudiantes qui a participé à la présentation de votre livre au sein du projet du prix de géopolitique de cette année, en troisième année. Et j'ai été une grande fan de votre essai, puisqu'il a abordé, voilà, comme vous l'avez présenté juste à l'instant, une large thématique, une large pluralité de thèmes qui sont contemporains et qui sont très importants au sein de nos études à nous. Alors moi, je voulais juste revenir sur un point. Donc, dans votre chapitre 3, qui est appelé « L'Amérique sans l'Europe », vous abordez le projet d'autonomie stratégique européenne en employant justement les termes de « bâtir une industrie de défense européenne autonome ». Donc, c'est notamment pour faire face aux nouvelles menaces qui sont frontalières, mais aussi à la radicalisation et au terrorisme.
Mais néanmoins, malgré l'augmentation du budget de défense des États membres, on a vu que ce projet, il restait quand même assez lointain. Donc moi, ma question, c'était de savoir, selon vous, quelles sont les étapes à court et moyen terme pour arriver à cet objectif. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous et puis merci pour vos mots gentils. Oui, alors, je pense que si on prend l'intégralité des dépenses de défense européennes, l'Union européenne représente le deuxième acteur de défense au monde après les États-Unis, devant la Chine, devant la Russie. Bon. Est-ce que ça se traduit en capacité opérationnelle concrète? Non, et on le voit bien. Et c'est en grande partie, à mon avis, à cause des redondances qu'il peut y avoir au sein de l'Union européenne. Et donc, je pense que déjà tous les projets d'intégration comme PESCO, le Fonds européen de défense, qui ont été développés ces dernières années pour essayer de promouvoir une plus grande coordination dans le développement de projets de défense, mais aussi d'avoir vraiment un soutien des institutions européennes à cette fin, me paraissent aller dans la bonne direction. Je pense que ce n'est pas encore assez ambitieux si on regarde les chiffres. Et d'ailleurs, il y a un débat aujourd'hui sur les chiffres du Fonds européen de défense, parce que les chiffres dont je parle dans le livre, qui étaient les chiffres de l'an dernier, c'était 15 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est plutôt à la moitié quand on voit le budget qui est en train d'être voté par le Parlement européen. Donc, ce n'est pas assez, mais je pense qu'en revanche, ça va dans la bonne direction. Et ça s'accompagne aussi d'une augmentation des budgets de défense de la plupart des pays européens ces dernières années, qui sont liés non pas au fait que les Américains leur tapent dessus. Vous savez, Donald Trump adore dire que c'est grâce à lui que les Européens sont en train d'augmenter leur budget de défense. Les budgets de défense, ils augmentent à cause de la perception des menaces. Et la perception des menaces, elle a été accrue ces dernières années. Vous avez cité les exemples. Pour les pays d'Europe centrale et orientale, il y a évidemment eu l'agression contre l'Ukraine et la menace de la Russie. Pour le reste des pays européens, le terrorisme et l'instabilité dans le voisinage dans le sud. Et donc, on a vu cette augmentation-là. Donc, la tendance est bonne. Alors, malheureusement, avec la crise économique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les budgets de défense ont généralement tendance à être les premiers qui sont sabrés. Alors, ça ne va pas se refléter dans les pourcentages. On va voir en fait des pourcentages qui vont augmenter, mais les valeurs absolues risquent malheureusement de diminuer. C'est d'ailleurs, il y a ce débat en ce moment en France. Je pense que l'un des éléments, vous avez parlé d'industrie de défense, c'est très important pour les Européens de développer leur industrie de défense et d'être capable de la protéger. C'est ce qui manque aujourd'hui le plus en Europe. Et d'ailleurs, c'est un gros débat entre les Européens et les Américains. Les Américains voient d'un assez mauvais œil, c'est un peu la schizophrénie des Américains. Les Américains nous demandent de dépenser plus et dans le même temps, voient d'un assez mauvais œil PESCO et le Fonds européen de défense parce qu'ils voient ça comme une forme de protectionnisme des Européens. Ils ont peur. Moi, j'ai débat 1 million de fois avec les Américains, on se tape la tête contre les murs, parce que les Américains voient ça comme des barrières pour les entreprises américaines pour investir en Europe. Mais c'est fondamental pour les Européens de faire émerger leur propre industrie. C'est leur capacité, effectivement, à devenir plus autonome. C'est leur capacité à aussi faire en sorte qu'il y ait un soutien politique. Si vous voulez pouvoir dire à vos opinions publiques, on va augmenter les budgets de défense, donc ça veut dire qu'on risque de sabrer ailleurs. Il faut qu'on puisse montrer que ça crée des emplois, que ça crée de l'innovation, que ça a des conséquences aussi positives, des externalités positives sur les économies européennes. Mais je pense qu'au-delà de ça, au-delà des chiffres, au-delà de l'industrie, il y a un vrai choc, et ça j'ai pas de réponse directe pour ça. Il y a un vrai choc culturel et intellectuel à avoir. Le problème, c'est que beaucoup de pays européens autour de nous, c'est un peu moins le cas de la France, mais beaucoup de pays européens, à cause de leur histoire, et au premier rang desquels l'Allemagne, clairement, ont vraiment voulu dépasser la chose militaire, sont extrêmement réticents devant le concept d'intervention militaire, sont très prudents, pour des raisons historiques totalement compréhensibles, mais je pense que c'est là qu'il faut y avoir, qu'il doit y avoir un tournant, je pense, dans notre façon d'appréhender cela. Et d'ailleurs, au-delà de la question militaire sur l'autonomie stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre capacité à agir, notre capacité à penser aussi seul, et donc d'avoir nos propres intérêts, nos propres objectifs, parfois sans les Américains, ou avec, ça peut être totalement complémentaire. Au Sahel, par exemple, il y a une excellente complémentarité. Les Européens prennent le lead,
Ils sont soutenus par les Américains. C'est totalement dans l'intérêt des Américains d'avoir les Européens qui luttent contre Al-Qaïda au Sahel. Mais les Américains sont en retrait. C'est ce que les Américains appellent, ils n'aiment pas trop l'expression, mais ce que certains appellent leadership from behind. Et donc, ils laissent les Européens prendre le lead. Donc là, je pense qu'il y a une très bonne complémentarité. Ça, c'est l'autonomie stratégique militaire. Mais l'autonomie stratégique, ça veut aussi dire avoir notre propre modèle sur les questions numériques. Et comme on le voit avec ce qui est promu par la Commission, par Margrethe Vestager et d'autres, ça veut dire aussi avoir notre propre industrie sur les sujets de 5G. La 5G, c'est un exemple passionnant. La 5G, les Américains nous mettent la pression pour qu'on ne se tourne pas vers Huawei. Mais là, c'est un exemple intéressant. Les Américains n'ont pas de 5G. Ils n'ont pas d'industrie. La technologie 5G, elle est européenne. C'est Nokia et Ericsson. Donc là, il y a vraiment une opportunité incroyable pour les Européens de promouvoir leur propre industrie. Ce n'est pas tomber dans le piège des Américains, c'est vraiment promouvoir notre propre industrie européenne. Alors, c'est difficile parce que les Chinois ont des pratiques anticompétitives en soutenant Huawei, ce qu'on ne fait pas nous-mêmes. Il faut s'interroger sur la façon dont on peut promouvoir notre industrie. Mais là-dessus, il y a une réflexion à avoir sur l'autonomie stratégique. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Samuel qui est confiné en Colombie en échange universitaire. Samuel, si vous êtes là. Oui, je suis là. Bonjour, monsieur Haddad. Alors, je fais aussi partie du groupe d'étudiants qui a travaillé sur le projet transversal pour le prix de géopolitique. Et malheureusement, j'ai pas eu autant de participation que mes camarades, mais je me suis quand même donné à fond dû à mon éloignement. Donc moi, j'ai une question assez précise pour vous. Ça va traiter de la politique climatique de Donald Trump. Donc tous, on se rend bien compte qu'il y a un manque d'intérêt de sa part dans cette politique. On peut citer très rapidement le retrait de l'accord de Paris il y a 2 ans. Mais on s'est quand même rendu compte que dans votre livre, vous vous concentrez plus sur les enjeux économiques au détriment des parties scientifiques et environnementales. On aimerait donc savoir pourquoi cette partie est-elle délaissée et si vous pensez que ce désintérêt, ce manque d'urgence, si je puis dire, envers la politique climatique aux États-Unis, va-t-elle donner une nouvelle impulsion écologique à l'Europe ou non? Voilà, merci. Alors, donc, déjà, vous avez raison de le souligner. Ce n'est pas un aspect central de mon livre. Pour une raison simple, j'aurais pu en parler plus, mais pour une raison simple, c'est que j'ai essayé dans mon livre de me focaliser plus effectivement sur ce qui me semble être les éléments de continuité avant Trump et surtout au-delà de Trump. Et je pense que la politique climatique est le contre-exemple de ma thèse le plus spectaculaire. C'est ce que je disais en introduction, c'est s'il y a bien un sujet à mon avis qui va changer radicalement si on a une administration Biden, c'est l'attitude du pouvoir fédéral sur la question climatique. C'est vraiment une priorité pour les démocrates, pour l'aile progressiste. Les discussions ont complètement changé de nature aux États-Unis sur le sujet. Vous avez parlé d'un manque d'intérêt de Trump, c'est pire que ça, c'est une véritable hostilité à la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Donald Trump a dit que c'était un canular de la Chine. C'est l'un des rares sujets sur lesquels il ne s'est pas contredit d'ailleurs, c'est vraiment un sujet sur lequel il n'y a absolument aucune espèce de possibilité de coopération avec l'administration Trump. Alors en revanche, ce qui est intéressant sur les États-Unis, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, c'est d'essayer de contourner le gouvernement fédéral, et donc de contourner Washington, pour essayer de créer des coalitions avec d'autres acteurs américains. Parce qu'il n'y a pas que le président des États-Unis qui décide aux États-Unis, notamment sur un sujet qui est aussi complexe. Il y a les villes, il y a les gouverneurs, il y a les grandes entreprises qui peuvent avoir aussi un impact pour parler de leur empreinte carbone. Et donc, on a vu en fait des coalitions beaucoup plus souples qui intègrent d'autres types d'acteurs. Et je pense que ça, c'est un exemple intéressant sur l'avenir de la diplomatie. Ne pas trop dépendre uniquement des États, mais de responsabiliser des acteurs locaux et des acteurs privés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc je pense que même si Donald Trump est réélu, on peut avoir des fenêtres d'opportunité. Et si vous regardez paradoxalement le respect des
des objectifs des accords de Paris entre les pays européens et les États-Unis sont en fait à peu près au même niveau que les pays européens. Alors, ça n'a rien à voir avec Trump, mais c'est parce que d'autres acteurs respectent et prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Digression sur le coronavirus, c'est ce que je disais en introduction, on a exactement la même situation aujourd'hui sur le coronavirus, où on a des entreprises qui se responsabilisent, des villes qui prennent des décisions complètement différentes. Et donc aujourd'hui, on entend Trump d'un côté qui dit il faut tout réouvrir, il faut que l'économie se réouvre, etc. Et beaucoup d'entreprises qui disent nous, on continuera le télétravail jusqu'en septembre ou en octobre. Et donc vous avez un système qui est plus individualisé, qui repose plus sur la responsabilité que sur la centralisation dans plusieurs pays européens. Sur le leadership que les Européens peuvent prendre, oui et non. Oui, parce qu'évidemment, je pense que c'est la mission de l'Union européenne aussi de promouvoir la coopération et le multilatéralisme, ça fait partie de son ADN. Mais malheureusement, c'est ce qui en fait vraiment un sujet totalement sans précédent dans l'histoire des relations internationales. Il n'y a aucune solution locale au réchauffement climatique. C'est-à-dire que vous prenez même le coronavirus, c'est une crise globale qui demande la coopération. Mais vous pouvez quand même avoir des pays qui s'en sortent plus ou moins bien, vous pouvez avoir des pays qui arrivent à limiter chez eux, comme l'Allemagne, le nombre de victimes en testant, en isolant plus rapidement. Donc vous pouvez quand même réussir votre réponse au coronavirus au niveau national, même si vous n'avez pas de coopération au niveau global. Le réchauffement climatique, c'est impossible. C'est la tragédie de ce défi, c'est ce qui le rend si complexe. C'est que même si vous avez un pays qui respecte de façon qui respecte à la ligne ses objectifs dans la lutte contre le réchauffement climatique, si ses voisins ne le font pas, il sera tout autant une victime du réchauffement climatique que les autres. Et donc c'est là vraiment qu'il n'y a aucune solution unilatérale, il n'y a aucune même solution européenne, il ne peut y avoir qu'une solution globale, mais effectivement ça peut être un message que promeut l'Union européenne. Merci beaucoup. Et dernière question de notre étudiant Thibaut, qui est en ligne. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Si vous m'entendez, c'est bon. Alors d'abord, je vous remercie pour votre conférence. Donc, moi aussi, je fais partie du groupe qui va présenter justement votre ouvrage donc au prix d'essai géopolitique. Et donc j'avais une petite question concernant la fin de votre ouvrage particulièrement. Donc, vous dites qu'il faut passer d'un projet de paix à un projet de puissance, donc par l'utilisation du marché intérieur de l'Union européenne, par une défense européenne autonome, et surtout, je m'attarde là-dessus, par le réalisme européen, c'est-à-dire prendre en compte les rapports de force et réagir, même si ça passe par des compromis moraux. Donc, dans ce cadre, j'avais envie de vous poser une question par rapport aux investissements chinois, où vous préconisez pour l'Union de ne pas rester passif, dogmatiquement libre-échangiste. Et dans ce cadre, pensez-vous que le projet des nouvelles routes de la soie, il est une menace pour l'Europe, ou bien est-ce que vous considérez que c'est aussi une opportunité pour l'Europe d'étendre considérablement son réseau commercial et donc sa puissance économique? Ouais, merci. Je pense que c'est vraiment une question très intéressante et qui est encore plus accentuée par la crise actuelle. Oui, je parle de passer d'un projet de paix à un projet de puissance. Vous savez, donc c'était la fête de l'Europe il y a quelques jours, et en fait les 70 ans de la CECA et du projet de Schuman, qui avait été rédigé par Jean Monnet, de fédéralisation de la production de charbon et d'acier. Le projet à l'époque, c'était un projet de coopération économique sur le plan européen pour essayer de créer une interdépendance qui créerait un continent en paix. Et de ce côté-là, le projet européen a été un succès extraordinaire et vraiment un succès historique quand on compare à l'histoire européenne. Mais effectivement, ce que j'essaie de montrer, c'est que maintenant, il faut passer à une autre phase. Et ce que ce projet représente sur la scène internationale, comment il peut se penser. Et là, effectivement, les choses sont différentes. Il y a un exemple qui me paraît très éloquent, et après je reviendrai à votre question sur la Chine, mais c'est la question de l'Ukraine. La crise ukrainienne dont on parle souvent, comment est-ce qu'elle a commencé? Les Européens étaient en train de négocier un accord de libre-échange, dans le jargon européen on appelait ça un DCFTA, Discounted Free Trade Agreement,
les Européens étaient en train de négocier un accord de libre-échange avec les Ukrainiens, et donc envoyer des économistes pour négocier la levée de barrières douanières, la lutte contre la corruption, un certain nombre de mesures. Et nous, Européens, on pensait ça uniquement en termes de pointe de PIB, comment est-ce que ça va enrichir l'Union européenne, comment est-ce que ça va enrichir certaines industries et services ukrainiens. On avait une logique de gagnant-gagnant. Mais la dimension stratégique et politique de cet accord de libre-échange nous échappait complètement. Moi, j'étais en stage à l'Union européenne à l'époque, et je me rappelle, on en parlait, il y avait des gens qui disaient, mais on n'envoie que des économistes et des négociateurs commerciaux sur un sujet qui est essentiellement un sujet stratégique. Or, pour les Ukrainiens, cet accord de libre-échange, c'était un accord essentiellement politique, voire civilisationnel. C'était une façon pour eux d'ancrer leur pays à l'Occident, à l'Europe, avec les conséquences que ça représenterait pour la démocratie, pour la liberté, pour la lutte contre la corruption chez eux. Et donc, pour la Russie, ça représentait un défi et une menace. Et pas seulement juste un accord de libre-échange économique, mais véritablement une menace au modèle russe dans son voisinage direct. Et cette dimension-là, elle nous a complètement échappé. Et donc l'idée qu'un simple accord de libre-échange pourrait entraîner un conflit, une guerre, c'est quelque chose qui était complètement en opposition, complètement étranger à la façon de penser des Européens. Et donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement il faut qu'on change de logiciel. Et la question de la route de la soie, c'est un très bon exemple. Parce que soit on voit ça simplement comme des investissements économiques de la part de la Chine, et à ce moment-là on est juste dans des échanges commerciaux et il faut qu'on en profite, soit on se pose la question des conséquences politiques et stratégiques de ces investissements. Alors la route de la soie, c'est pas un projet qui touche essentiellement les Européens. Alors il y a des échanges commerciaux importants entre certains pays européens et la Chine, que ce soit l'Allemagne. On a vu, alors l'Italie est le premier pays européen l'an dernier à avoir signé un accord avec la route de la soie pour le développement d'un port à Trieste. Les pays d'Europe centrale et orientale ont une sorte d'accord, de cadre, le 17+1 pour négocier sur le plan économique avec la Chine. Mais la route de la soie, c'est surtout un projet qui touche le voisinage de l'Union européenne, qui touche des régions comme l'Asie centrale, qui touche des régions comme les Balkans, avec des investissements qui ont des conséquences politiques, qui enferment certains pays dans une dette vis-à-vis de la Chine, qui ont des conséquences en termes de corruption, qui ont des conséquences en termes d'état de droit, qui ont des conséquences sur l'orientation politique de ces pays. Et donc c'est là qu'effectivement, il faut que nous, on s'interroge, mais qu'on ne soit pas seulement dans une posture de réaction, dans une posture défensive, mais qu'on soit capable justement, nous aussi, de venir investir notre voisinage, de venir avec des modèles politiques différents, avec des règles sur l'état de droit, sur les droits de l'homme, sur la corruption différentes. Et je pense que ce sujet, il ne va être qu'accentué au lendemain de la crise. On va avoir beaucoup de pays autour de nous, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Asie centrale, dans les Balkans occidentaux, qui vont avoir des besoins de financement considérables, qui vont vraiment vivre de plein fouet l'impact de la crise. La crise économique qu'on est en train de vivre, c'est la première crise économique depuis au moins la chute du mur de Berlin, où les pays développés comme les pays émergents sont en récession. Et donc nous, on est très focalisé sur nous-mêmes, on est très focalisé sur les États-Unis et sur l'Europe, mais l'impact que ça va avoir sur les pays émergents est absolument considérable. Et ils vont avoir des besoins de financement beaucoup plus difficiles que nous. Je vous rappelle que nous, en Europe, aujourd'hui, en France, en Allemagne, on emprunte à des taux négatifs. Donc on est capable de s'endetter. Ça pose des questions sur la soutenabilité de notre dette, effectivement, à long terme, mais c'est incomparable avec les pays dans notre environnement. Qui va venir prêter à ces pays ? Qui va être là demain pour émerger ? Est-ce que ce sera les Européens ou les Américains ou ensemble ? Ou est-ce que ce sera les Chinois avec les conséquences que ça peut représenter ? Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait cet élément en tête. On l'a vu en Europe, les pays qui se sont tournés vers la Chine, c'est souvent des pays qui n'avaient pas d'alternative. L'un des investissements chinois les plus connus en Europe, c'est le rachat du port du Pirée, à côté d'Athènes, en Grèce. À l'Atlantic Council l'an dernier, on a eu une réunion avec un ancien ministre des Affaires étrangères grec. Et on lui a posé la question. Les Américains disaient tous comment vous avez pu laisser les Chinois investir dans le port du Pirée. Il nous a répondu, écoutez, c'est très simple. À l'époque, on était en crise et tout le monde, tous nos bailleurs, l'Allemagne et les autres, nous demandaient de vendre
des avoirs. Donc, on avait ce port, il n'y avait pas d'autres acheteurs, il n'y avait que la Chine. Donc, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et alors là, tout le monde autour de la table, il restait quoi? Et on n'avait rien à dire. Donc, effectivement, il faut qu'on offre des alternatives, qu'on soit plus que dans la dénonciation, mais qu'on offre des alternatives. Parce que derrière, les conséquences politiques, même en Europe, elles sont directes. Les pays qui ont les relations économiques les plus de dépendance les plus poussées avec la Chine, donc pays comme la Hongrie ou la Grèce, sont des pays qui votent contre les autres pays européens sur les questions de liberté de navigation en mer de Chine du Sud, sur la question des droits de l'homme des droits de l'homme des Ouïghours en Chine. Et donc, il y a ce qu'on appelle des strings attached en anglais, c'est-à-dire ce ne sont pas des investissements qui sont neutres sur le plan politique, mais il y a souvent des conditionnalités qu'il faut garder en tête. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais partir sur les questions du public qui sont nombreuses. Et une question, je crois qu'il faut d'abord beaucoup de remerciements pour votre présentation, Monsieur Haddad. Et puis une question qui revient à plusieurs reprises, qui est Monsieur Haddad, vous qui êtes sur place aux États-Unis, vous qui êtes au contact de la population américaine au quotidien, pensez-vous qu'une réélection de Trump serait envisageable? Cette question est éminemment intéressante pour les années à venir. Et il y a 3 ou 4 questions dans ce sens-là, donc je pense qu'il faut l'aborder. Oui, bien sûr. Bon, on se pose tous la question. Alors déjà, je vais vous dire, s'il y a bien une chose que j'ai appris l'élection de 2016, c'est que je ne fais plus de prédictions. Voilà, donc je reste très prudent. Mais évidemment, ça va être une élection très ouverte. Alors, il y a plusieurs éléments à garder en tête. Bon, le favori de l'élection présidentielle, aujourd'hui, c'est Joe Biden. Mais la favorite la dernière fois, c'était Hillary Clinton. Et l'élection, elle s'est jouée à très peu de choses. Hillary Clinton a eu 3 millions de votes plus que Donald Trump. Mais 3 millions de votes plus, vous savez, le système américain, c'est un système fédéral. Il y a 50 États. Si vous gagnez à 51% l'État de New York, vous avez tous les grands électeurs de New York. Donc l'avance d'Hillary Clinton, elle était essentiellement à New York et en Californie. Mais en revanche, dans beaucoup de ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États clés qui font et défont le collège électoral, elle a perdu de très peu. Dans le Michigan, en Floride, dans l'Ohio, en Pennsylvanie. Et donc, c'est dans ces États-là qu'il faut regarder. Donc, en fait, les sondages nationaux ne veulent pas dire grand-chose. Le nombre de voix au niveau national ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est beaucoup plus qui réussira à remporter ces États. Et la dernière fois, Donald Trump les a remportés. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes sur la victoire de 2016 pour comprendre 2020. Le pari de Donald Trump, le pari réussi de Donald Trump en 2016, c'est d'avoir réussi à l'emporter dans des États où on ne pensait jamais qu'un républicain aurait été compétitif. Et notamment les États de ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture rouillée, dans le nord des États-Unis, le Michigan, l'Ohio, Pennsylvanie, New Hampshire, qui sont les États qui étaient autrefois le cœur industriel des États-Unis, avec, vous savez, des villes comme Détroit dans le Michigan, qui était la ville de l'industrie de l'automobile. Ces États qui ont vraiment le plus mal vécu la désindustrialisation, les délocalisations, la robotisation aussi, la crise économique. Et donc avec un discours protectionniste, mais aussi xénophobe sur les questions migratoires, Donald Trump a réussi à parler à cet électorat qui n'était même pas considéré comme étant compétitif. Le Michigan, qui est un très gros État, c'est un exemple fascinant. Le Michigan, en 2012, avait voté pour Barack Obama avec 8 points d'avance. En 2016, personne ne pensait qu'il était dans la balance. Et c'est Donald Trump qui l'emporte. Et donc, il faudra regarder aujourd'hui les sondages. Est-ce que Donald Trump a réussi à conserver cet électorat, à répondre à ces demandes et à ces inquiétudes, ou est-ce que les démocrates vont réussir, avec un discours économique peut-être rénové, à les attirer? Alors, la grande force de Donald Trump ces 4 dernières années, c'est qu'il parle à sa base. Et il reste très proche de sa base du Parti républicain. Si vous regardez les sondages, il est extrêmement clivant. Il y a toujours à peu près 55% des Américains qui sont insatisfaits de Donald Trump, 40% qui le soutiennent bon gré mal gré. Et c'est la même chose depuis le début. Ça va toujours entre 38 et 44%. Les sondages ne changent pas. Et tous les sujets américains, que ce soit le coronavirus, la mort de Qasem Soleimani, pardon, les propositions économiques, tout
est vu et lu au travers de cette grille partisane. Donc, il y a à peu près 40% des Américains qui le soutiennent, et parmi ces 40%, il a 90% des républicains qui le soutiennent vaille que vaille, qui voient leur champion, leur bouclier contre une élite qu'ils considèrent comme étant déconnectée et méprisante. Donc, il a conservé cette base. Est-ce que ça suffira pour l'emporter dans ces États, dans le Michigan, dans l'Ohio, en Floride? C'est très dur à dire. Aujourd'hui, les sondages sont coude à coude. Biden a une personnalité et des origines qui font qu'il est quand même capable de parler à cet électorat. Il est capable d'avoir une connexion avec cet électorat. C'est un homme assez populaire, mais il est aussi vieillissant. Il ne fait pas une très bonne campagne en ce moment. En plus, bon, malheureusement, il ne peut pas vraiment faire campagne, donc on ne le voit pas beaucoup ces derniers mois. Il représente un petit peu comme l'establishment politique de Washington. Donc, je ne pense pas non plus que c'était forcément le meilleur candidat à choisir face à Donald Trump. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui arrive avec un programme extrêmement novateur, mais qui en revanche a une personnalité qui fait qu'il est capable de parler à cet électorat. Donc, Donald Trump peut être réélu. Le paradoxe, c'est que s'il est réélu, à mon avis, il sera réélu de la même façon que la dernière fois, c'est-à-dire avec moins de voix que son opposant. Et l'écart sera probablement plus important que 3 millions de voix de moins, parce que ce que vous allez voir, c'est une participation importante à New York, en Californie, en faveur du candidat démocrate. Mais encore une fois, ça ne changera pas l'équilibre au sein du collège électoral. Et donc, vous pouvez avoir un Donald Trump qui est réélu avec 5 ou 6 millions de voix de moins que son opposant. Encore une fois, je pense que Joe Biden, je parlais hier à un ami qui est républicain, qui est proche de l'équipe de Trump, qui va faire campagne pour eux, qui me disait qu'il pense que les chances de Donald Trump se sont effondrées ces derniers mois dans la réponse à la pandémie. Donc, il est assez pessimiste. Mais encore une fois, les gens, y compris les pro-Trump, étaient assez pessimistes avant l'élection de 2016. Donc, il faut rester assez prudent et assez humble. Et vous savez, Donald Trump, c'est aussi une bête de campagne. Alors, encore une fois, on va voir comment il fait cette campagne. Est-ce qu'il va pouvoir faire des meetings? On ne sait pas trop. Est-ce que ça va juste être une campagne virtuelle? Ça, c'est vraiment une des questions qui va se poser dans les prochains mois. Mais je pense qu'il a une capacité à connecter avec son électorat. Il a une capacité à imposer les thèmes. Il a une capacité à forcer les autres à réagir à lui, qui en font un candidat extrêmement difficile. En politique, dans une campagne, c'est toujours dangereux. C'est ce qu'a fait Hillary Clinton la dernière fois. C'est toujours dangereux de faire de la campagne un référendum sur votre adversaire. Alors, il y a des contre-exemples. C'est ce qu'avait fait un peu François Hollande contre Nicolas Sarkozy en 2012. Mais généralement, quand vous mettez votre adversaire au centre de la campagne, vous le laissez définir les sujets de la campagne, définir les thèmes, et vous êtes défensif et réactif. Et j'ai peur que les démocrates fassent ça dans les prochains mois. Voilà. Après, c'est vrai que quand on voit la réponse aujourd'hui à la pandémie, à la fois sur le plan économique et surtout sur le plan humanitaire, sanitaire, il y a des raisons effectivement de douter quand même du soutien de la population américaine à Donald Trump, mais je pense qu'il faut rester très prudent. Un dernier petit point d'ailleurs, parce que j'en parle aussi dans le livre. On entend souvent dire Donald Trump n'est pas légitime parce qu'il a été élu avec 3 millions de voix de moins. Moi, je mettrai en garde les gens qui disent ça. À mon avis, il y a deux réponses là-dessus. L'une, c'est de dire que, déjà, c'est comme ça que le système américain fonctionne et qu'il a toujours fonctionné. C'est un système fédéral, c'est différent. Il y a certains aujourd'hui aux États-Unis qui veulent en changer, mais d'autres présidents avaient été élus comme ça, que ce soit John Kennedy en 1960 ou George Bush en 2000, avec la controverse dont on se rappelle dans le cas de Bush contre Gore. Mais il faut aussi se rappeler que Donald Trump a dépensé beaucoup moins d'argent que son adversaire Hillary Clinton la dernière fois. Hillary Clinton a dépensé 1,2 milliard de dollars pour sa campagne, et Donald Trump à peu près 600 millions. C'est des sommes complètement folles qui n'ont rien à voir avec les sommes qu'on a dans les campagnes électorales françaises. Une campagne sénatoriale américaine compte à peu près autant qu'une campagne présidentielle française. Donc je pense que ça permet quand même aussi de relativiser un petit peu cette question de la légitimité de Donald Trump. Moi, je crois que quand un personnage aussi radical que Donald Trump, à la fois dans sa personnalité et dans ses propositions, remporte 45% des voix, il faut quand même s'interroger sur ce qui se passe dans le pays.
Merci beaucoup. D'autres questions du public sur la relation des États-Unis avec la Chine. Nombreuses questions. Et une, par exemple, vous avez dit que, mis à part l'aspect économique, la Chine représente le contraire des idées démocratiques des États-Unis. Les États-Unis reviendraient-ils alors à l'idée de la destinée manifeste par laquelle ils doivent défendre la démocratie à tout prix? C'est vraiment une question intéressante. La question de savoir si la Chine, la rivalité stratégique avec la Chine, va redonner un sens de mission aux États-Unis. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le cas. Je pense qu'on voit un consensus bipartisan aujourd'hui entre les démocrates et les républicains sur la priorité qui est donnée à la rivalité stratégique avec la Chine, mais je ne pense pas qu'on a la même dimension idéologique que celle qui était représentée dans la rivalité avec l'Union soviétique pendant la guerre froide. Donc on a une guerre froide aujourd'hui qui est d'ordre plus stratégique, plus géopolitique, une compétition de puissance plus classique. Il n'est pas impossible que les Américains y mettent une dimension plus morale, idéologique dans les prochaines années. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains doutent toujours de leur système, doutent de leur modèle, doutent du rêve américain sur le plan intérieur et donc de leur mission de promotion de la démocratie sur le plan extérieur. C'est ce que j'appelle le contre-coup à la fois de la crise économique et de l'échec de la guerre en Irak. Mais vous savez, moi j'ai beaucoup de collègues et d'amis. J'ai un collègue que j'aime beaucoup qui est un diplomate américain à la retraite, qui a été l'ambassadeur des États-Unis en Pologne dans les années 90 et qui est ce qu'on appelle aux États-Unis un Cold Warrior, c'est-à-dire quelqu'un qui a été vraiment un faucon libéral contre l'Union soviétique, qui après a joué un rôle important pour que les pays d'Europe centrale et orientale rentrent dans l'OTAN, qui aujourd'hui est quelqu'un qui a une position très dure sur la Russie, et qui lui est un optimiste, et dit, tu sais, ces débats sur le questionnement des États-Unis, sur le doute, on les a déjà eus dans les années 70, on les a déjà eus dans les années 50, c'est cyclique, et après on va retrouver une période d'optimisme et de confiance. C'est la façon dont les États-Unis fonctionnent. Peut-être. Mais je pense en revanche que les conditions ont quand même changé, que la rivalité avec l'Union soviétique avait quand même représenté aussi cette dimension idéologique avec l'émergence des partis communistes en Europe, la volonté de promouvoir le libéralisme et la social-démocratie en Europe et ailleurs, est moins présente dans la rivalité avec la Chine. Mais c'est certain que ça va être une priorité et il va y avoir, je crois que les Américains vont devoir définir précisément leurs objectifs dans leur rivalité avec la Chine. Vous savez, l'un des désaccords implicites entre les Européens et les Américains sur la question de la Chine, c'est que les Européens n'ont pas de problème avec l'émergence de la Chine en tant que telle. Les Européens sont habitués depuis plus d'un demi-siècle à ne plus être la puissance centrale des relations internationales et avoir abdiqué ce rôle aux États-Unis. Donc, pour les Européens, la question de la Chine, c'est beaucoup plus le fait que les Chinois jouent les règles du jeu, que les Chinois acceptent de jouer au même niveau sur la question de la propriété intellectuelle, du multilatéralisme, de la coopération, de la protection de la vie privée, dans les échanges avec les États-Unis, avec les Européens. Aux États-Unis, c'est plus ambigu. Aux États-Unis, vous avez des gens qui partagent l'avis des Européens, qui veulent juste faire de la Chine un acteur responsable de la mondialisation, mais vous en avez d'autres qui voient l'émergence de la Chine comme une menace en tant que telle pour la primauté des États-Unis sur la scène internationale. Et là, vous risquez d'avoir un clash beaucoup plus difficile avec la Chine, mais aussi avec les Européens sur ce sujet. Un professeur d'Harvard qui est assez connu, qui s'appelle Graham Allison, qui a écrit un livre qui a été très remarqué il y a 2 ans, qui s'appelle le piège de Thucydide. Vous savez, Thucydide, c'est cet historien grec qui a écrit l'un des premiers livres d'histoire et l'un des premiers traités de relations internationales, qui est vraiment un livre absolument passionnant à lire, qui s'appelle La guerre du Péloponnèse, qui est la guerre qui décrit la guerre entre Athènes et Sparte, et la défaite d'Athènes. Et ce que Thucydide montre, c'est la dimension structurelle de la rivalité entre Athènes et Sparte, c'est-à-dire une puissance émergente qui veut commencer elle-même à pouvoir imposer ses propres règles et à être prise au sérieux, qui inquiète
une vieille puissante qui est progressivement déclinante, qui était la puissance principale de l'ordre international, et donc qui s'inquiète et qui peut même elle-même se sentir menacée, et donc peut-être prendre les devants pour empêcher la puissance émergente de monter. C'est une dynamique qu'on a vue souvent dans les relations internationales. Parfois, elle s'est conclue par des conflits, c'est le cas entre Athènes et Sparte. Parfois, elle s'est conclue par des transitions pacifiques. L'exemple le plus connu, c'est la transition entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. La Grande-Bretagne qui, au tournant du XXe siècle, était la principale puissance internationale, notamment la principale puissance maritime, garante de l'équilibre des puissances en Europe, qui a vu les États-Unis émerger progressivement et qui, plutôt que d'essayer de s'opposer à cette émergence, est au contraire rapproché de la puissance américaine. Et on a vu une forme de transition pacifique entre eux. Est-ce que c'était vraiment pensé comme tel à ce moment-là? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de livres d'historiens comme Aaron Friedberg ou Cory Shake qui valent le coup d'être lus ces dernières années sur ce sujet, parce que c'est une comparaison intéressante entre les États-Unis et la Chine. Mais là, de ce côté-là, il y a effectivement un risque de conflit potentiel entre ces deux puissances. Merci beaucoup. Alors, une question très différente de notre professeur François Lafargue. La force des États-Unis n'est-elle pas leur capacité à attirer les meilleurs talents du monde entier? Dans les entreprises américaines de la high-tech, près de la moitié des ingénieurs sont originaires d'Asie. Tant que l'Amérique conserve cette capacité de séduction auprès de la jeunesse qualifiée, leur leadership n'est-il pas assuré pour encore de nombreuses années? Ouais, alors, je suis fondamentalement d'accord avec cette analyse. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, je ne partage pas du tout l'idée du déclin. Je pense que il y a des problèmes aux États-Unis. Hein. Je veux dire, on parle souvent de l'assurance maladie, des problèmes d'infrastructure, des inégalités territoriales, économiques. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un pays qui a une capacité de renouvellement et de rebond qui est extraordinaire. C'est un pays qui a une capacité à transformer son identité et à intégrer des nouvelles couches d'immigration, qui est un vrai succès. Hein. Je veux dire, même y compris, par exemple, la question de l'intégration des populations hispaniques, qui est aujourd'hui la minorité, la nouvelle minorité la plus importante aux États-Unis. On se rend compte qu'après plusieurs générations, vous avez ces populations qui sont bien intégrées économiquement, culturellement dans le pays. Vous avez un dynamisme extraordinaire des populations d'origine asiatique, indienne ou d'Asie du Sud-Est, dans les domaines de la tech, de la médecine, de la recherche, mais aussi, par exemple, aujourd'hui, les jeunes Américains d'origine indienne sont la principale minorité parmi les nouvelles recrues du département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Donc, vous avez effectivement une élite qui change, un pays qui est extrêmement innovant, et l'exemple de la Silicon Valley en est le meilleur, mais aussi l'attrait des universités américaines. Et on le voit aussi dans une culture américaine qui change. Moi, je cite quelques exemples dans le livre parce que je trouve que c'est, pour vous et notamment pour les étudiants, prenez le temps de lire la nouvelle littérature américaine qui est absolument fascinante de ce côté-là, qui n'est plus la littérature européenne, enfin américaine d'origine européenne qu'on voyait dans les années 50, 60, 70, c'est-à-dire les Updike, les Bellow, Mailer ou Philip Roth. C'est une littérature très différente, que ce soit le livre formidable de Chimamanda Adichie, Americana, sur l'immigration nigériane, The Sympathizer de Viet Thanh Nguyen sur les populations vietnamiennes, Teju Cole. Donc vous avez vraiment aussi Pachinko sur les populations coréennes. Donc vous avez toute une littérature très dynamique et intéressante sur ces nouvelles immigrations africaines et asiatiques aux États-Unis. Et de ce côté-là, c'est un pays qui se transforme, qui est dynamique, mais avec un gros bémol, c'est que c'est une population et une élite qui est de moins en moins tournée vers l'Europe, à la fois sur le plan géographique comme culturel, qui est un pays plus mixte, plus asiatique, et même d'ailleurs, si on s'amuse à regarder les PIB des États et le poids que chaque État représente dans le PIB national des États-Unis, vous voyez un transfert progressif vers le Pacifique et vers la Californie. Aujourd'hui, le moteur économique des États-Unis, c'est la Californie, alors qu'il y a un demi-siècle, c'était beaucoup plus des États comme New York ou un peu plus au nord-est comme l'Illinois et le Michigan. Alors, une autre question sur l'Europe de notre étudiante Lucie de Master 1.
Vous en avez parlé, les États-Unis se montrent très virulents face à l'émergence d'une réelle autonomie stratégique européenne. Les États-Unis craignent notamment une duplication des efforts aujourd'hui fournis par l'OTAN. En dehors d'un possible partage du fardeau financier, une Europe de la défense ne se ferait-elle pas aussi au bénéfice des USA? Alors, c'est ce que je pense fondamentalement. Et c'est vraiment, je trouve, la contradiction la plus manifeste de la politique européenne de l'administration Trump ces dernières années. Vous avez d'un côté une administration Trump qui demande aux Européens d'investir dans leur budget de défense, d'arrêter d'être des passagers clandestins, d'atteindre les 2%, avec cette obsession des 2% qui, à mon avis, n'est pas très constructive. Il faut plus poser la question de ce qu'on achète, de ce dans quoi on investit, du recherche et développement et surtout de notre capacité à être opérationnel, donc dans les missions. Mais au-delà de ça, d'un côté, vous avez cette exigence, cette demande américaine, mais de l'autre côté, les Américains qui s'opposent, voire qui sabotent les efforts des Européens dans le cadre de PESCO et du Fonds européen de défense et donc de l'autonomie stratégique qui est promue par les institutions européennes. Alors, pourquoi? Vous avez plusieurs raisons. Bon, déjà, vous avez des raisons commerciales, tout simplement, c'est-à-dire les Américains qui veulent défendre la capacité de leurs entreprises à pouvoir investir et bénéficier de contrats d'armement en Europe. Donc, c'est juste une logique de lobbying et business. Et là, les Européens essaient eux-mêmes de promouvoir leur industrie de défense, on en parlait tout à l'heure. Vous avez d'autres arguments qui sont plus stratégiques et je pense un peu plus légitimes, c'est-à-dire l'inquiétude américaine d'une forme de redondance avec l'OTAN, d'un découplage stratégique entre les Européens et les Américains. Et là, je crois que on est dans des débats qui, à mon avis, sont complètement obsolètes, qui sont des débats des années 90. À l'époque, Madeleine-Albright s'inquiétait énormément des risques de duplication entre l'OTAN et l'Europe de la défense. Je pense que ce qu'il faut expliquer aux Américains, c'est que les Européens ont parfois leurs propres impératifs de sécurité qui ne sont pas contradictoires avec ceux des Américains, mais il y a des priorités différentes. On le voit notamment, encore une fois, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord ou dans le Sahel, dans des endroits où les Européens sont beaucoup plus touchés par les conséquences sécuritaires de l'instabilité de ces régions que les Américains. Et d'ailleurs, l'administration Trump comme Obama, de ce côté-là, ont eu des attitudes très comparables sur une question comme la Syrie, qu'ils ont traité essentiellement par l'évitement. Il s'agissait de ne pas se laisser entraîner dans un nouveau conflit au Moyen-Orient, mais les conséquences, elles ont été pour les Européens, que ce soit la crise migratoire ou l'émergence de Daesh. Donc il faut qu'on soit capable de s'organiser nous-mêmes. Il y a des différences, évidemment, aussi entre l'OTAN et l'Union européenne. Une grande différence quand on parle de la Syrie, c'est évidemment le fait que la Turquie n'est pas membre de l'Union européenne, mais qu'elle est membre de l'OTAN, ce qui permet aussi à l'Union européenne au Moyen-Orient d'avoir une flexibilité un peu plus importante et de ne pas avoir la Turquie qui met son veto autour de la table, ou sur un sujet comme la Libye, par exemple, qui est vraiment clé aussi, et capable d'intervenir par nous-mêmes sans avoir les Américains. Donc je pense que de ce côté-là, il faut que les Américains soient capables de passer à une étape supplémentaire, parce qu'en plus, quand on regarde d'un point de vue très concret la façon dont l'OTAN et l'Union européenne fonctionnent, je crois que c'est ce matin, Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui a fait un tweet pour dire très bon appel avec, je crois qu'il a dû parler avec von der Leyen, pour parler des questions de sécurité et de la coordination entre l'Union européenne et l'OTAN. Au quotidien, ces institutions coopèrent en permanence. Elles sont complémentaires dans leur mission, elles sont complémentaires dans leurs acquisitions. Il n'y a pas justement en conséquence des débats qu'on avait dans les années 90. Dans les années 90-2000, il y a une inquiétude sur la France. Quand on parle à Washington d'autonomie stratégique, de PESCO et du Fonds européen de défense, fondamentalement, les Américains voient ça comme un projet français, comme un projet gaulliste de la France qui veut une Europe anti-américaine. Et tout ça, ça n'a aucun sens. Ce sont des vieux débats qui sont liés aussi parfois à une rhétorique des dirigeants français autrefois qui parlaient de l'Europe comme un contre-modèle ou un contrepoids aux États-Unis. Entre-temps, la France a réintégré, vous le savez, le commandement militaire intégré de l'OTAN en 2008 sous Nicolas Sarkozy. La France est un membre actif de l'Alliance. Les coopérations entre le Pentagone et le ministère de la Défense français sont excellentes. Jim Mattis, l'ancien ministre de la Défense américain, a dit que la France était en train de supplanter la Grande-Bretagne comme le partenaire de choix des Américains. Donc en fait, il n'y a aucune contradiction entre être un allié fidèle
des États-Unis et travailler ensemble sur des théâtres d'opération, et dans le même temps, d'avoir une capacité autonome de la part des Européens. Je pense que dans ce que j'ai vu, moi, personnellement, dans les discussions que j'ai eues avec des stratèges américains là-dessus, je crois qu'il y a deux attitudes. Vous avez, de la part des républicains, une forme d'hostilité à l'Union européenne, parfois une hostilité idéologique ou une hostilité commerciale, dont je parlais tout à l'heure, le fait de vouloir voir les entreprises américaines qui investissent en Europe. Mais de la part des démocrates, qui eux sont un peu plus pro-européens, ou aujourd'hui un peu plus ouverts, surtout la nouvelle génération, plus ouverts à voir les Européens prendre plus d'autonomie, vous avez une inquiétude au fond de nous voir, nous Européens, et notamment nous Français, de nous voir tirer des conséquences trop durables de l'administration Trump. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le déni. C'est-à-dire que c'est très paradoxal. Nous, notamment les Français, quand vous écoutez les discours d'Emmanuel Macron par exemple, on écoute ce que dit Trump. Trump nous dit l'Europe n'est plus une priorité, Obama nous disait ça aussi, il nous dit prenez-vous en charge, donc on écoute. On dit bah oui, bah, il a peut-être pas tort, effectivement, il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes, alors on n'aime pas la façon dont il le dit, dont il le fait, mais effectivement c'est à nous de nous prendre en charge. Et comme les Américains à qui on parle dans les think tanks, dans l'administration, méprisent leur président et espèrent que tout ça est juste un cauchemar dont on va se réveiller à la fin de l'année, en fait, ça les inquiète énormément de voir qu'on écoute leur président. Il y a quelque chose de complètement surréaliste. J'en parle dans mon livre. Une des scènes les plus surréalistes à laquelle j'ai assisté à Washington, c'est un dîner qui avait été organisé à l'ambassade de France avant la visite du président de la République à Washington. Donc Emmanuel Macron avait été invité en visite d'État par Donald Trump. Et donc Gérard Haro il le faisait assez souvent, avait rassemblé une centaine de personnes à l'ambassade, des experts de think tank, des Américains, avec quelques Français, des dirigeants de think tank, des anciens de l'administration Obama, mais aussi des républicains, des journalistes, pour un dîner qui était complètement privé, mais pour faire un brainstorming sur la visite du président Macron, pour essayer déjà de tester quelques thèmes, de voir éventuellement ce qu'il pourrait dire sur l'Iran. C'était un moment où on essayait encore de convaincre Donald Trump de rester dans l'accord nucléaire iranien, ce qu'on pourrait dire sur la Syrie, ce qu'on pourrait dire sur la Russie. Bon. Et donc, on s'attendait à une sorte de séance de travail, une réunion. Bon. Et au lieu de ça, le dîner s'est transformé en une forme de séance de thérapie collective avec les Américains qui nous ont dit « il ne faut pas qu'ils viennent ». Il ne faut pas qu'ils viennent. Pourquoi est-ce qu'ils parlent à Trump? Ça n'a pas de sens. Il faut l'ignorer. Et alors, les Français qui étaient là n'étaient pas des Trumpistes, évidemment. Mais les Français disaient c'est vous qui l'avez élu, on est obligé de travailler avec lui. Donc, on va essayer de trouver des façons d'avoir un dialogue avec le président des États-Unis et de voir comment est-ce qu'on peut le convaincre de nos positions. Et les Américains nous en voulaient presque d'écouter et d'avoir une relation avec le président des États-Unis. Donc je pense qu'il y a eu un peu cette attitude-là, de la part un peu nostalgique en fait, de la part de beaucoup aussi de stratèges américains qui vivent mal ce discours sur l'autonomie stratégique parce qu'ils n'ont même pas envie d'admettre que c'est eux qui sont en train de se retirer d'Europe, c'est pas nous qui sont en train de les pousser à la sortie. On ne fait que tirer les conséquences logiques de l'attitude et du discours des présidents américains. Merci beaucoup. Encore une question sur l'Europe. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez pro-européen dans vos propos liminaires. Et M. Mandelson vous demande que veut dire être pro-européen aujourd'hui, dans le sens où aussi bien une partie de la gauche européenne et les libéraux européens se disent pro-européens, mais pas pour la même Europe. Si l'on veut une Europe armée, comment convaincre un Espagnol d'être prêt à mourir pour un Allemand, à un Français d'être prêt à mourir pour un Polonais? En somme, que veut dire une Europe forte et comment y arriver? Question à part, mais liée quand même, quel rôle pourrait jouer la Russie dans ce processus en prenant en compte ses intérêts sur les pays de l'Est européen? D'autre part, pour une Europe plus unie, comment dépasser la question de la différence et l'éloignement culturel? C'est difficile d'être pro-européen parce que quand vous êtes eurosceptique, d'ailleurs j'aime pas le terme eurosceptique parce que c'est positif d'être sceptique. Ce qu'on voit souvent dans la part de mouvements nationalistes, c'est des mouvements anti-européens. Être anti-européen, c'est-à-dire qu'on s'oppose à l'Europe. Être pro-européen, ça ne veut pas dire qu'on est comptable de tout ce que fait l'Union européenne et qu'on doit forcément, de façon pavlovienne,
défendre le bilan de la Commission européenne. Et ça a été, je pense, pendant longtemps, le piège des défenseurs de l'Europe. C'est que pour s'opposer aux eurosceptiques, aux anti-européens, il fallait dire que l'Europe c'était formidable, que l'Union européenne ne se trompait jamais. Non, on peut être un pro-européen exigeant. Alors pro-européen, pour moi, ça veut tout simplement dire qu'on est plus fort ensemble, que dans le monde dans lequel on est en train de voir émerger, notamment entre les États-Unis, la Chine, mais aussi la Russie et l'Inde, c'est la France isolément n'est pas capable de peser, n'est pas capable de défendre ses intérêts, n'est pas capable, elle peut le faire de façon limitée sur certains sujets, dans certaines régions évidemment, et je ne crois pas à la disparition des identités nationales, je ne crois pas je ne suis pas un fédéraliste, je crois d'ailleurs que ces débats entre fédéralistes et nationalistes sont un peu obsolètes en réalité, la question c'est plus comment est-ce qu'on essaie de faire fonctionner les instruments existants et créer des coopérations concrètes, mais être pro-européen, ça peut vouloir dire justement être exigeant et être très sévère sur les défaillances et les limites de l'Union européenne. Je pense que la question culturelle, on ne la transcendra jamais, c'est pas grave. C'est, à mon avis, l'originalité et la différence de l'Union européenne, c'est justement la multiplicité de ces États-nations, de ces cultures, de ces langues, de ces identités qu'on a réussi à mettre ensemble. Et je ne crois pas que, à part peut-être une petite élite assez, à mon avis, déconnectée, de plus en plus minoritaire, personne ne pense vraiment à fondre ces identités ou à les transcender. Et on le voit d'ailleurs depuis quelques années, les décisions souvent politiques les plus importantes qui ont été prises par l'Union européenne pour répondre aux crises, elles ont été prises par le Conseil, pas par la Commission, c'est-à-dire par les chefs d'État, ensemble, qui prennent une décision qui inclut à la fois leurs intérêts, leur identité, mais aussi une certaine conception de ce que peut être l'identité et l'intérêt européen ensemble. Il y a un livre excellent du philosophe néerlandais Luc van Middelaar sur le sujet. Luc van Middelaar, c'est un des penseurs, à mon avis, les plus intéressants de l'Europe aujourd'hui. C'était la plume du président du Conseil, Herman Van Rompuy, et c'est un philosophe, c'est un expert de Machiavel. C'est quelqu'un qui essaie de convaincre, de convertir l'Europe au machiavélisme. Et il a écrit ce livre formidable qui s'appelle Quand l'Europe improvise. Et Luc van Middelaar, c'est un pro-européen, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les institutions européennes, mais qui veut une Europe plus politique, ce qui veut dire une Europe aussi où les États membres prennent le leadership politique plutôt que la Commission. On peut en discuter, et je pense qu'il y a des rôles différents pour les institutions, mais je trouve que c'est un modèle assez intéressant. Si vous entendez du bruit derrière, je suis désolé, mais mon voisin fait des travaux. Voilà, donc de temps en temps, j'arrive à le convaincre de suspendre ses travaux, mais voilà les joies du confinement. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on entend très bien. Il est 19h20, je sais que pour vous, il y a un beau décalage horaire, donc dites-nous si... je vous propose encore une question de Simon Lelonquet. Vous avez mentionné les coalitions proto-diplomatiques américaines pour pallier l'absence fédérale américaine sur la thématique climatique. Ces coalitions sont principalement constituées de centres urbains démocrates. Favoriser l'émergence de ces nouveaux acteurs ne reviendrait-il pas à élargir encore une fois le fossé entre Américains ruraux à tendance républicaine et Américains urbains à tendance démocrate? Le problème, c'est que si vous parlez de la perspective d'un dirigeant européen, il faut faire avec ce qu'on a. Et donc, ce n'est pas à nous de nous poser la question de savoir si on accentue les différences ou non. Aux États-Unis, ces différences, elles existent. C'est très compliqué de voir à moyen long terme comment ces différences peuvent se résorber parce qu'aujourd'hui aux États-Unis vous êtes dans un système d'information qui est totalement étanche. Les républicains et les démocrates n'écoutent pas les mêmes informations, n'ont pas accès aux mêmes sources. Les républicains vont écouter un type d'information sur Fox News, les démocrates sur MSNBC. Aujourd'hui les chaînes d'information qui marchent le mieux sont les chaînes d'information partisanes. Fox News marche très bien, MSNBC marche très bien. Les articles qui sont le plus lus dans les journaux, on le voit sur le nombre de clics, etc., sont les articles les plus partisans, les plus pro-Trump, les plus anti-Trump. Il y a très peu d'espace aujourd'hui médiatique pour la nuance, pour la modération, et tout est lu au travers de cette grille partisane. Et donc, même si demain,
vous aviez un dirigeant, c'est ce qu'a essayé de faire Obama d'ailleurs pendant un moment, si vous aviez un dirigeant qui essayait d'être bipartisan, qui essayait de parler à l'autre camp et de trouver des compromis, je pense que de toute façon, ce serait extrêmement compliqué parce que tout ce qu'il dirait passerait au travers de ce filtre médiatique partisan et la tendance à l'éclatement par les réseaux sociaux de l'information va faire que renforcer ces phénomènes de bulles. Je crois que pour les politologues, pour les communicants politiques, c'est l'un des plus grands défis de notre génération, c'est comment est-ce qu'on essaie de créer une forme de communication et de dialogue qui arrive à transcender ces phénomènes de bulles et à être capable de se parler, se comprendre les uns les autres. Et c'est extrêmement difficile. Donc je pense que ces différences, malheureusement, elles vont continuer à se renforcer parce que les incitations vont en ce sens-là. Aujourd'hui, mais même d'ailleurs dans le monde du think tank, si vous écrivez des articles, vous allez avoir plus de clics et plus de visibilité si vous dites quelque chose qui prend position de façon extrêmement tranchée, extrêmement caricaturale. Il y a assez peu de place pour la nuance. Il faut choisir son camp. C'est ce qu'on voit beaucoup, hein, y compris dans le milieu intellectuel américain. Et je pense que c'est moi j'ai été éduqué à ce domaine en lisant des auteurs comme Raymond Aron ou d'autres qui ont toujours essayé de garder une forme d'indépendance, une forme de nuance et de liberté dans l'analyse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de garder cette indépendance. Donc ces divisions, elles vont continuer malheureusement à exister parce que les incitations vont dans ce sens. Alors après, je crois que, en revanche, il y a des façons de promouvoir l'environnement qui ne sont pas uniquement compatibles avec les modes de vie des élites urbaines. Moi, j'ai toujours cru à une défense de l'environnement qui n'est pas punitive, qui ne passe pas uniquement par la taxation. Bon, on avait eu ces débats en France évidemment très virulents sur la taxe carbone. Et je crois qu'il y a des idées très intéressantes aux États-Unis pour promouvoir les énergies renouvelables qui soient compatibles avec, qui soient dans le cadre de l'économie de marché, dans le cadre dans l'entrepreneuriat. Vous voyez aujourd'hui, notamment avec l'évolution des prix du pétrole, que c'est de plus en plus rentable d'investir dans les énergies renouvelables. Donc je pense que avoir une économie qui est green friendly, mais à l'inverse aussi un environnement une défense de l'environnement qui n'est pas punitif sur le plan économique et social, ça doit être l'objectif, je pense, à la fois pour les Européens et les Américains. Alors, je vous propose une question en forme de conclusion, si vous le voulez bien. La politique plus autocentrée des États-Unis entraîne-t-elle inexorablement l'affaiblissement du multilatéralisme? Vous en avez déjà parlé. Autrement dit, le système international peut-il se passer des États-Unis? Je crois que le risque qu'on court à la sortie de cette crise, c'est de voir une forme de fracturation de l'ordre international. Ce qu'avaient essayé de faire les États-Unis après 1945, mais notamment après 1990, c'est d'avoir un système qui fonctionne évidemment sous une forme de leadership et donc d'autorité américaine, il faut le reconnaître, mais d'avoir des règles sur le plan économique, juridique, qui soient à peu près les mêmes en tout cas pour les puissances principales. Et là, on risque d'avoir un risque de fracturation. Ce qu'on entend beaucoup en ce moment aux États-Unis, c'est le thème du découplage économique avec la Chine, c'est-à-dire rapatrier des chaînes de production aux États-Unis, forcer les partenaires des États-Unis à choisir entre les partenaires économiques à choisir entre les États-Unis et la Chine, avoir des normes différentes, avoir des technologies différentes. Et donc ça changerait complètement notre conception de l'ordre international, c'est-à-dire un ordre éclaté, plus que multipolaire, avec vraiment différents types de règles à différents endroits. Et ça va vraiment à l'encontre aussi de ce qu'essaie de promouvoir l'Union européenne. Je pense que ça irait complètement, même si aujourd'hui c'est la vision qui est promue par un certain nombre de stratèges, notamment autour de Donald Trump, je pense que ça irait complètement contre les intérêts des États-Unis. Je crois que cet ordre international qui a été bâti avec beaucoup de patience par les stratèges américains, en incluant aussi l'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a été l'atout principal
de la réussite et du leadership des États-Unis. Un système éclaté, unilatéral, à mon avis, ira à l'encontre de cela. Mais en même temps, ce qui est vrai, c'est que je le vois souvent autour de moi aux États-Unis, on ne peut pas se contenter de nostalgie. C'est vrai qu'il y a eu des excès, des erreurs qui ont été commises dans la multiplication des accords de libre-échange, dans une forme de mondialisation à outrance et de délocalisation qu'on a vu ces dernières années. Pas assez aussi, je pense, de réflexion sur la façon dont le leadership international des États-Unis pouvait avoir des conséquences positives concrètes sur la population américaine, sur la classe moyenne américaine. On a vu l'intégration de la Chine dans le système économique international a aussi eu des externalités négatives sur l'industrie américaine et sur certaines zones dont je parlais tout à l'heure dans la Rust Belt, la ceinture rouillée. Et donc je pense que maintenant, le vrai défi pour les leaders américains, ça va être d'intégrer, de mieux lier la dimension internationale avec la dimension intérieure. De voir comment est-ce qu'on peut créer un ordre, une coopération internationale avec les Européens, avec la Chine, mais qui aussi se répercute de façon très concrète sur la vie concrète des gens aux États-Unis. Cet effort-là, il avait été fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'un des meilleurs exemples, c'est le GI Bill. Le GI Bill, c'est cette loi qui offrait des études universitaires gratuites à tous les GI qui étaient intervenus en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une façon très concrète de dire, voilà, les États-Unis maintenant vont jouer un rôle complètement différent sur la scène internationale. Ils vont jouer un rôle de gendarme du monde d'une certaine façon. Ils vont intervenir d'une façon qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Mais vous allez pouvoir en bénéficier. Ça va trickle down, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ça va se répercuter dans la vie de la classe moyenne américaine. Ce lien entre les deux, il a été perdu. Il a été perdu depuis les années 90. Je pense qu'il y a une forme d'arrogance, il y a une forme de déconnexion d'une partie de l'élite américaine comme d'une partie de l'élite européenne. Donc c'est un moment aussi pour être humble, pour s'interroger sur l'avenir de notre modèle, pour le réformer, mais je pense pour continuer à le faire avec une voie de coopération plutôt qu'en se repliant sur soi les uns les autres. Monsieur Haddad, c'était un privilège de vous entendre, de vous écouter ce soir. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions de nos élèves et de tout le public qui nous suivait très nombreux ce soir. Je rappelle que votre livre « Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes », pour lequel vous êtes venu ce soir nous parler, est sorti en 2019 aux éditions Grasset. Et je pense que vous nous avez donné à tous envie de le lire. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous, merci beaucoup de votre invitation. Et puis si je peux juste rajouter un petit dernier mot, pour ceux d'entre vous qui étudient les relations internationales, je ne peux que vous encourager dans cette voie. Moi, j'adore ce que je fais, j'ai une vie passionnante. Je trouve que pouvoir étudier ces enjeux, lire, écrire, voyager, en particulier dans des moments qui sont à la fois difficiles comme ceux qu'on est en train de vivre en ce moment, mais qui sont aussi passionnants sur le plan intellectuel où tout est à inventer. Je pense qu'il y a vraiment investissez-vous dans ces domaines. Les think tanks en France sont encore balbutiants, mais on commence à en voir certains émerger au niveau français comme au niveau européen qui sont très intéressants, très compétitifs. Il y a aussi évidemment une industrie formidable de ce côté-là à Washington, qui est une ville que je le dis, je parais critique, hein, c'est vrai qu'il y a un phénomène de bulle à Washington, mais c'est une ville qui est aussi extrêmement riche et intéressante et passionnante sur le plan professionnel. Donc voilà, si certains d'entre vous d'ailleurs veulent m'écrire ou continuer l'échange ou la conversation, moi je suis toujours ravi de prendre de mon temps pour pouvoir avoir ces échanges. Merci beaucoup à vous.